Soir Première, CQF, ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir en cette veille de 1er mai, c'est une idée qui fait son chemin à gauche. Le Parti socialiste belge francophone l'a d'ailleurs ajouté récemment à son programme au terme de son chantier des idées. L'idée d'une entreprise demain à codécision, où les représentants des travailleurs et les actionnaires auraient le même poids dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Une idée qui est d'ailleurs développée par une chercheuse belge, Isabelle Ferreras, qui est avec nous d'ailleurs ce soir en studio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'UCL, chercheuse FNRS, chercheuse associée aussi à l'université d'Harvard. Et face à vous pour débattre justement de l'idée que vous mettez sur la table, quelqu'un qui connaît bien le monde des entreprises, plutôt côté patronal, c'est Olivier Willox. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur délégué de Bessie qui représente les entreprises bruxelloises. Place au débat. CQFD. Et avant de débattre, prenons le temps de bien comprendre le modèle que vous proposez. Isabelle Ferreras, vous parlez d'entreprise à codécision, ça c'est ce que disait le Parti socialiste dans son programme. Vous parlez même de bicamérisme économique. On va expliquer votre modèle dans un instant, mais d'abord peut-être un constat que vous faites, en tout cas vous faites une lecture de l'entreprise en disant que selon vous, les actionnaires ne sont pas en fait propriétaires de l'entreprise. Expliquez-nous cela. Effectivement, donc bonsoir à vos éditeurs, merci de réfléchir ensemble. Effectivement, et ça c'est pas moi qui le dis, en fait les juristes et spécialement les juristes en droit des sociétés vous diront, vous expliqueront que l'entreprise n'est pas la société anonyme. Et c'est une confusion qu'on fait souvent, qui est passée dans le langage. Effectivement, on parle des propriétaires de l'entreprise. Jean-Philippe Robé, par exemple, un juriste français, a écrit un livre passionnant sur la question pour nous expliquer que non, les entreprises ne sont la propriété en fait de personne. La propriété, elle concerne les parts de la société et effectivement, les actionnaires sont propriétaires d'une chose, c'est des actions qu'ils détiennent. Mais ces actions sont des actions qui sont donc des parts, que la société soit publique, si ce sont des actions ou des parts d'une société privée qui n'est pas cotée en bourse, ces actions, ces parts sont la seule chose dont les propriétaires sont propriétaires. Après, justement, la discussion devient intéressante parce qu'on peut se demander, mais au fond, alors, qu'est-ce qu'une entreprise ? Et ça, c'est l'objet de tout mon travail, sur lequel maintenant je travaille depuis 2004, en fait, et qui m'a amené effectivement à cette idée de bicamérisme économique que j'ai développée à la fin de ma thèse, mais ensuite dans un livre en français, Gouverner le capitalisme, qui est sorti en 2012 aux Presses universitaires de France, et maintenant en anglais. Et en fait, c'est la compréhension, effectivement, qu'il faut aller plus loin dans ce que nous faisons de l'entreprise, parce qu'elle ne peut pas se réduire à la société. Elle ne peut pas se réduire à la société anonyme. Et pas à ceux que les actionnaires possèdent effectivement en tant que capital de l'entreprise. Et donc ce que vous proposez, on va bien expliquer votre modèle, c'est l'idée que demain, des entreprises seraient bicamérales. Ça veut dire qu'il y aurait à la fois le conseil d'administration, là où siègent les actionnaires et qui aujourd'hui vont donner la ligne et les décisions stratégiques de l'entreprise, mais qu'à côté de cela, il y aurait une chambre qui regrouperait, elle, les représentants des travailleurs de l'entreprise. Donc effectivement, le constat, c'est de se dire qu'au fond, pour avoir une entreprise, pour faire entreprise, il faut en fait deux catégories d'investissement. Il faut effectivement un apport en capital, ça c'est indéniable, et ça c'est ce que structure juridiquement en fait la société, mais il faut aussi un investissement en travail. Et si vous n'avez pas d'investisseur en travail, en fait, vous n'aurez pas d'entreprise. Alors certains rêvent d'une entreprise, n'auraient que des robots, mais ça on n'y est pas encore. Pour le moment, il y a des humains qui travaillent, et que faisons-nous de ces personnes ? Mais justement, le sens de l'histoire, en fait, est de leur reconnaître une véritable place dans les institutions de l'entreprise. Donc, le modèle, pour venir droit au but, c'est celui, effectivement, qui est inspiré de l'histoire, du passage, en fait, du gouvernement d'une minorité au gouvernement des corps constituants. L'idée, c'est que les corps constituants de l'entreprise, c'est le capital et le travail. Et qu'il faut faire place aujourd'hui pleinement au travail. On a en Belgique l'intuition clairement de ça avec les comités d'entreprise, qui sont en fait la représentation par voie d'élection des représentants des travailleurs. Mais ce comité d'entreprise pèse sur
très peu de questions, en tout cas ne pèse pas du tout sur les questions stratégiques, est un lieu indéniablement utile. Les travailleurs sont informés, ça permet à leurs organisations de prendre position, mais ce n'est pas suffisant. Et l'idée, c'est qu'à côté du conseil d'administration, nous convoquions pour l'entreprise un autre conseil, si vous voulez, que j'appelle sur le modèle théorique une chambre des représentants des investisseurs en travail qui, elles, seraient l'émanation des personnes qui investissent leur travail dans l'entreprise. Et cela veut dire que donc le comité exécutif de l'entreprise deviendrait à ce moment-là non plus responsable devant les seuls actionnaires, le conseil d'administration effectivement qui est l'émanation de l'Assemblée générale des actionnaires, mais aurait à trouver des compromis viables entre les deux parties. Et on peut imaginer évidemment que ça donnerait de toute autre décision si Caterpillar, ING, vous pouvez penser à toute entreprise qui prend des décisions, s'il y avait une majorité plus une voix dans la Chambre des représentants des investisseurs en travail à trouver pour valider les décisions de l'entreprise. On comprend bien les termes d'ailleurs que vous choisissez. Il y aurait les investisseurs en capital d'un côté, les investisseurs en travail de l'autre. Et donc, pour être sûr de bien comprendre le modèle, le management, la direction de l'entreprise, lorsqu'elle prend des décisions de développement stratégique de tels produits, par exemple pour l'entreprise, devrait à la fois aller convaincre ses actionnaires que c'est ça qu'il faut faire, que c'est dans leur intérêt justement financier du capital mis sur la table, mais aller convaincre aussi les représentants du travailleur que c'est la bonne chose à faire. Il faudrait un vote majoritaire dans chacune de ces deux chambres pour qu'une décision importante de l'entreprise soit validée. Et ça ne concerne pas que les conditions de travail ou d'organisation du travail, c'est même le projet même économique de l'entreprise. Le projet d'entreprise, effectivement. C'est effectivement l'idée, c'est qu'au fond, et ça participe d'une réflexion de très long terme, en fait, sur la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté dans une vie au XXIe siècle? On a de plus en plus de mal à comprendre, et c'est ce qu'on entend donc moi, au départ, je suis sociologue du travail, je fais des recherches sur comment les gens vivent leur expérience de travail. Les personnes au travail ont une attente de justice démocratique dans le travail, si vous voulez. Et là, il y a vraiment des bonnes raisons, à la fois en termes d'efficience et en termes de justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions d'efficacité des entreprises elles-mêmes dans une économie de service dépendent de la motivation des travailleurs, de la capacité des travailleurs à se mettre à la place du client. Or, la situation dans laquelle beaucoup de travailleurs se trouvent aujourd'hui, c'est de devoir exécuter un projet dont ils ne sont pas les parties constituantes, même pas vraiment les parties prenantes souvent, et qui donc, en quelque sorte, les aliènent. Donc, vous avez l'impression qu'ils, quelque part, s'approprieraient davantage leur entreprise, le travail, qui aurait finalement un travail mieux compris et mieux effectué dès lors qu'il est choisi aussi, en partie choisi par les travailleurs eux-mêmes? Oui, donc il y a deux petits éléments. D'une part, effectivement, la motivation. Ça, nous en avons la preuve. C'est tout le mouvement des entreprises libérées, qui est un mouvement qui est mis en place par les managers eux-mêmes, les entreprises éclairées, entre guillemets, qui est enseigné dans les écoles de commerce, qui essaye de justement mettre les travailleurs en situation de prise de décision. Et ça, indéniablement, a un effet économique de motivation et donc se traduit évidemment dans les résultats d'entreprise. Mais un autre argument très important, parce que moi je ne m'arrête pas du tout à ça, c'est que ce n'est pas seulement sur les moyens qu'il faut faire réfléchir les travailleurs au profit d'une fin qui est en fait toujours la même, celle de faire du profit pour l'actionnaire, mais c'est de faire peser aussi les travailleurs sur les finalités de l'entreprise. Donc je pense qu'on peut anticiper aussi que les produits, la stratégie de l'entreprise serait différente. On ne produirait pas la même chose et on produirait différemment. Alors, réaction d'Olivier Willox, vous avez écouté comme nous et pris le temps d'écouter ce modèle développé par Isabelle Ferreras. Votre regard à vous sur cette idée des deux chambres, donc à la fois les investisseurs en capital et les travailleurs, donc investisseurs en travail. On ne va pas polémiquer sur le juridisme, j'imagine, parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est une forme d'expropriation pure et simple, effectivement. Donc on peut discuter sur le plan juridique, mais alors toutes les théories sont séduisantes. Les dernières théories, 1917, la révolution russe, on a décidé de faire la même chose un peu sur les modèles kolkhoz et sovkhoz, qui a entraîné quelques millions de morts. Donc moi, j'aime bien les théories pour ce qu'elles ont de séduisant dans la capacité qu'on a d'en discuter. Mais le bicaméralisme, même en Belgique, on a l'impression de faire un peu marche arrière parce que le dialogue entre les deux chambres, ça ne marche pas très bien. Donc les processus de décision rapide
ça ne marche pas très bien dans les bicaméralismes, de manière générale. Alors, je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre le bicaméralisme. Je dis simplement que si on veut aujourd'hui encourager ce type de débat, on va avoir 2 conséquences. 1, la robotisation la plus rapide possible. Ça, c'est clair. Je pense que si vous continuez à propager des idées comme celle-là aujourd'hui, ce qui n'est pas le modèle de l'entreprise libérée, et je suis assez intéressé par ces modèles, notamment le modèle allemand, c'est la question de la participation des syndicats dans le capital. C'est un autre débat, parce que le modèle allemand a ceci d'intéressant, c'est qu'effectivement, par exemple, chez Volkswagen, les syndicats sont actionnaires, à concurrence d'une trentaine de % de l'entreprise. Et donc, ils sont associés quelque part. Alors, les syndicats belges, quand on leur dit, tiens, il faut sauver une entreprise, chaque fois, ils nous disent, ah non, surtout pas, Les syndicats sont relativement riches. Ils investissent pas mal, d'ailleurs, via Luxembourg, dans les bons du Trésor de l'État belge, et rarement dans des entreprises. Alors, on aurait pu en sauver quelques-unes comme ça, et je pense que c'est un modèle intéressant. Je pense que le modèle de rachat des syndicats par les salariés est un modèle intéressant. Il y a quelques superbes réussites, y compris en Belgique. Et donc, oui, pourquoi pas davantage investir le champ de l'implication personnelle des salariés dans l'entreprise. Ça passe, en tout cas, pas pour moi, par le bicaméralisme, ça passe par l'implication, et y compris l'implication financière. Mais donc, si je vous comprends bien, Olivier Widox, dans les remarques que vous faites, vous dites déjà que ça ferait perdre du temps. C'est ça un peu votre première remarque, parce que vous dites que les processus de décision seraient plus compliqués, plus longs, et donc que ce serait négatif pour l'entreprise. Prenons un exemple hypothétique de Caterpillar. Je ne suis pas là pour représenter les intérêts de Caterpillar, mais imaginons. Imaginons aussi que c'est une multinationale. Donc, c'est l'assemblée bicamérale de quel niveau de pouvoir? Ce serait celui de l'usine décentralisée en Belgique, ce serait celle de la maison mère. Si c'est la maison mère, ça risque d'être intéressant parce que je pense que les votes seront plutôt de fermer toujours à l'étranger pour maintenir l'activité chez nous, dans l'espèce chez eux. Et donc effectivement, c'est le genre de choses qui devient très très compliqué, voire des litiges et des gros conflits entre entreprises. Alors Isabelle Ferreras, les remarques ici qui sont faites sur le temps que ça prendrait et déjà cette question du niveau de pouvoir. Effectivement, quand Caterpillar décide de fermer une usine en Belgique, ça a la direction aux États-Unis. Dans votre modèle, elles se trouveraient où ces 2 chambres à la fois du conseil d'administration et des représentants des travailleurs? Alors, effectivement, beaucoup d'éléments là-dedans. Hein. Donc, je rentre des États-Unis pour avoir participé, par exemple, une semaine de travail à l'Université de Wisconsin sur le modèle. Et nous avons travaillé en particulier sur l'architecture des pouvoirs qu'effectivement un tel projet, dans le cadre d'une entreprise transnationale, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, je pense que vraiment, face aux défis auxquels on se trouve aujourd'hui, la complexité ne doit pas être un argument. C'est-à-dire que le monde, il est hyper complexe aujourd'hui et on voit qu'il ne tourne pas spécialement bien. Donc, il me semble que l'important est justement de continuer à essayer de trouver des manières de gérer la complexité, mais de la gérer de telle sorte que le gouvernement de cette complexité, par exemple celui d'une entreprise en particulier, soit légitime, raisonnable et intelligent. Et on n'est pas marqué par l'intelligence, ni la légitimité d'ailleurs, du gouvernement de Caterpillar pour prendre cet exemple-là. Donc, oui, effectivement, si on imagine une entreprise transnationale, on doit imaginer qu'effectivement, le bicamérisme serait une manière de remembrer, si vous voulez, l'entité politique qu'est cette entreprise. Donc, un concept central qui fait partie des recherches que je mène, c'est effectivement de considérer qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux les enjeux de l'entreprise, ses impacts en termes d'externalité, mais aussi ses impacts internes, si on comprend que l'entreprise est d'abord et avant tout une entité politique, c'est-à-dire une entité dans laquelle il y a ces corps constituants, que sont les apporteurs de capital et de travail, qui sont tous les deux soumis à des enjeux en termes d'impact et qui sont tous les deux affectés aussi en termes de question de justice. Et donc, de ce point de vue-là, la question de l'expropriation, par exemple, c'est une mauvaise compréhension du modèle, dans le sens où ceci n'est pas, ça ne fait pas partie du projet de la Révolution russe de 1917. Vous n'imaginez pas qu'on exproprie les propriétaires du capital de l'entreprise? Mais précisément non. Le bicamérisme reconnaît la pleine propriété, précisément
aux actionnaires. Et c'est là que c'est intéressant, c'est justement de se déboîter par rapport à un problème historique qu'effectivement la gauche a eu quand elle a essayé de démocratiser le capitalisme. C'est effectivement donc de rendre sa dignité aux travailleurs. C'est ça l'idée quand même, c'est que le travailleur puisse participer à gouverner sa propre vie, sa vie y compris dans le travail. Eh bien, de se déboîter par rapport à la question de la propriété. Et donc de dire c'est pas... Vous dites pas que les capitalisants de l'entreprise, ceux qui amènent le capital, ne sont plus propriétaires. Vous dites que quelque part, les travailleurs sont copropriétaires parce qu'ils amènent la valeur travail. C'est ça en gros. Co-investisseurs. Et donc là, il y a un exemple très intéressant qui est celui de la chasse, par exemple, en Angleterre, sur lequel un juriste américain a beaucoup travaillé, Cohen Miller, dans les années 30, pour montrer que le grand argument a été à l'époque, au 19e siècle, mais on ne peut pas... Les lords anglais pouvaient continuer à chasser comme ils voulaient sur leurs terres parce que c'était leur terre. Et finalement, l'argument a été entendu que pour respecter les cycles de la nature, de la reproduction, eh bien, même si les terres étaient bien la propriété des lords, il fallait prendre des mesures pour respecter une norme supérieure. Ici, on est un peu dans le même type de philosophie. On ne nie pas la propriété, mais effectivement, elle s'exerce à certaines conditions. Alors, Olivier Willox, réaction là-dessus. Est-ce que forcément les intérêts des travailleurs seraient divergents des intérêts des investisseurs en capital? Est-ce que parfois, justement, les gens qui mettent l'argent dans les entreprises ne pourraient pas avoir à gagner aussi d'une réflexion stratégique sur l'entreprise avec les travailleurs eux-mêmes? Ma position n'est pas du tout doctrinale dans le sens où si une entreprise souhaite, pourquoi pas essayer? Enfin, ce qui est toujours important, c'est de ça aux entreprises. Certainement pas l'imposer, mais qu'une entreprise, et un peu comme les entreprises libérées, je trouve c'est parfois assez intéressant sur la dynamique. Il n'y a qu'une chose assez fondamentale qu'il n'y a pas dans le lord anglais, c'est que les gens peuvent quitter l'entreprise ou rester en fonction d'eux. Et donc, notamment dans certaines entreprises libérées, on est en train d'analyser un peu les processus de décision. C'est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, même si vous avez 45 collaborateurs, vous vous rendez bien compte qu'il y a souvent un ou deux leaders dans le groupe qui décident à un moment donné très vite pour l'ensemble. D'où mon analogie tout à l'heure à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Et assez vite, quand quelqu'un a des demandes particulières, effectivement, il y a quelques leaders qui émergent et on retrouve dans un modèle, en fait, non écrit, soi-disant libéré. Je n'ai pas dit partout, hein. Il y a des modèles où ça marche. Et que ce ne serait pas une vraie démocratie, c'est ça que vous nous dites? Écoutez, vous nous mettez à 3 dans cette pièce. Si je vous dis qu'on voudrait faire un débat strictement démocratique et que ça suffit que vous posiez des questions parce que je trouve que j'ai aussi des questions à vous poser, vous allez me dire que je sors de mon rôle. Et je n'ai pas dit que c'était inintéressant d'ailleurs. Sans commentaire. Mais au-delà de ça, c'est à un moment donné, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer. Et je pense que les modèles qui sont intéressants, et sachez simplement que ça ne vient pas simplement du patronat, cette ligne-là. Quand je vois la CCT 90, l'accord qu'on a, c'est l'implication des travailleurs dans les résultats des entreprises, qu'on peut faire, qui est en partie défiscalisé, etc. Mais là, c'est de leur donner un intérêt financier. C'est une demande patronale, ça. Oui, mais les associés, c'est une autre manière. C'est si l'entreprise va bien, moi, j'ai envie de faire partager... Mais là, on réfléchit dans une dynamique de profit. Si j'ai bien compris, Isabelle Ferreras dit qu'on sort de cette unique lecture du fait de générer du profit en plus. Si je vote pour quelqu'un dans une démocratie classique, c'est parce que je pense implicitement que voter pour lui est quelque part intéressant pour ce que je crois, ou ce que je représente, ou mes avantages qui en découlent. Dans une démocratie, ne croyez quand même pas que les gens ne votent pas en fonction de ce qu'ils pensent, qui est plus intéressant pour eux d'avoir comme parti dans une profit financier. Là, on pourrait avoir une réflexion qui va au-delà d'un profit purement financier. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait être d'autre que produit financier? Et ce matin, reste une minute. Oui, pardon. Ce matin, sur la première, j'ai entendu Thierry Botsson qui disait qu'effectivement, les travailleurs avaient plus besoin de respect que de salaire. Au stade où on en est aujourd'hui. On va le lui rappeler dans des négociations sur l'AIP. Mais non, parce que évidemment que la dimension instrumentale, le salaire, c'est un minimum. Monsieur Botsson fait de la politique. Je veux dire, on va être bien clair. Mais ce sont des enjeux démocratiques. Je suis d'accord. Ce sont des enjeux démocratiques. Mais je ne pense pas qu'il faut un bicaméralisme pour avoir le respect des travailleurs. Et je pense que vous avez raison, c'est indispensable. Mais je ne suis pas sûr que c'est en les impliquant dans tous les processus de décision de l'entreprise comme un actionnaire. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on a entendu que la réflexion qui commence ne vous a pas, en tout cas à ce stade, convaincu, Olivier Willox. Merci en tout cas Isabelle Ferreras d'être venue nous expliquer cela. Merci d'avoir pris le temps de venir réagir justement à ces réflexions à la veille du 1er mai. Dans un petit instant, notre page Grand Angle, on va notamment s'intéresser au concours Reine-Elisabeth qui commence demain. Soir première, 17h30, 19h. Tout à l'heure à 20h.
Le monde est un village. Pour bien commencer la semaine et pour bien terminer le mois, nous allons écouter ce soir dans Le Monde est un village des extraits de disques tout nouveaux, comme celui de Arad Kilo, de Mama Niketa et de Mike Ladd. C'est à écouter évidemment avec beaucoup d'attention dès 20h. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF.